Cette émission vous est présentée en partenariat avec Faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé et Université Euromède de Fès. Bonjour à vous tous et merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Vous êtes sur l'heure des experts et nous allons aborder dans ce nouveau numéro la force, la teneur de deux lettres, I et A, deux voyelles liées l'une à l'autre pour le meilleur ou pour le pire de l'humanité. Chacun évidemment a sa conception à ce sujet, utilisé déjà dans plusieurs domaines au Maroc. L'intelligence artificielle poursuit son évolution inexorable à travers le monde, tellement inexorable que désormais tous les domaines en sont impactés. Évidemment, des pans entiers de métiers, des passions aussi que la crise sanitaire mondiale Covid a mis en lumière. Et fatalement, une évolution aussi fulgurante supprime des pans entiers de pratiques, mais parallèlement crée évidemment des activités nouvelles. Voilà le thème qui nous réunit aujourd'hui autour d'un débat que j'ai le plaisir de mener avec Sito Ferlouazani, vice-président des affaires académiques Euromède, école d'ingénieurs digitales et d'intelligence artificielle. Silwazani, merci d'être là. Merci encore beaucoup. Une fois. Merci de votre invitation. Le professeur Rachid de Fès, doyen à la faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé. Sifals, merci beaucoup d'être là. Et Abdelrahman Halou, consultant en éducation, management et finances et directeur général du groupe Medina Schools. Encore une fois, Halou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, cette question que tout le monde se pose, que vous posez depuis l'émergence de cette nouvelle façon révolutionnaire, technologique et qui nous interpelle tous à travers évidemment notre avenir professionnel et qui concerne donc l'intelligence artificielle. Qui pourrait donc nous répondre à cette première question dans la mesure où l'IA, l'intelligence artificielle, façonne de plus en plus les métiers de demain? Je vous pose en premier la question Silwazani. Merci beaucoup. C'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui impacte tous les domaines d'ordre économique, mais pas seulement. Elle impacte également notre domaine, celui de la formation et de la recherche, et de façon très, très, très sensible. Mais ce n'est pas une fatalité, encore moins une surprise. La question de l'IA s'est posée depuis à peu près une décennie, et à l'époque, alors qu'elle était encore à ses balbutiements, nous avons pensé à créer une école d'ingénieurs qui est aujourd'hui la seule et unique école dédiée à l'intelligence artificielle dans le continent africain. En ce sens que les étudiants suivent une formation IA de la première jusqu'à la 5e année. Ce choix, qui fait partie d'ailleurs du projet de développement de notre président dès 2016, a été couronné par la création d'une école qui, cette année, sort ses premiers diplômés. Ce sont des ingénieurs dans le domaine de la robotique, de l'IA, de la data science, du développement web, de la cybersécurité. Et ce choix a été imposé par une veille métier d'avenir, une veille pédagogique sur les compétences nécessaires à donner aux lauréats de cette école pour qu'ils puissent effectivement valablement assumer cette mission d'ingénieur IA. Aujourd'hui, elle s'étend pratiquement à toutes les formations. Elle est tellement présente que même la façon d'enseigner aujourd'hui subit une révolution. Il y a une innovation pédagogique forte qui permet aujourd'hui de faire basculer le principe de ce qu'on appelle la résolution de problèmes, problem solving, vers plutôt une formulation de problèmes, sachant pertinemment que l'IA peut aujourd'hui résoudre n'importe quel problème. Donc, l'innovation pédagogique impose de nouvelles façons de faire grâce à l'IA et à cause de l'IA. Professeur Fels, qu'est-ce qui a véritablement changé justement dans ce domaine, dans le domaine médical, on va dire, avec l'intrusion qui est de plus en plus prégnante de l'intelligence artificielle?
Alors, je dirais que l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans les métiers de la santé, à savoir dans le diagnostic, dans le suivi de traitement, dans les thérapies. Donc c'est au niveau de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, l'écosystème il est de plus en plus digitalisé, que ce soit professeur Ouazzani parle d'innovation pédagogique. Lorsqu'on est dans la formation, nous aussi on a une école des ingénieurs qui forme des ingénieurs en santé. Ça veut dire, dans l'école Mohamed VI, des ingénieurs spécialisés en santé, on prépare les futurs ingénieurs qui vont suivre cette révolution d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est omniprésente dans la santé, que ce soit dans le diagnostic, l'imagerie médicale, suivi de traitement, prise de décision même clinique et aussi dans la thérapie et aussi dans la rééducation. Qu'est-ce qui se passe, c'est justement dans la tête des parents quand leurs enfants, les étudiants viennent les voir pour leur dire finalement, moi, par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce que nous avons discuté, ce qui m'intéresse, moi, c'est tel métier qui est beaucoup plus versé dans le domaine de l'intelligence artificielle, en tout cas par rapport à ce qui a été décidé auparavant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce que c'est difficile de faire évoluer les mentalités à ce niveau-là? Écoutez, indépendamment de l'immersion et de l'incursion de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement supérieur, ma réponse spontanée, c'est que les parents devraient d'abord les écouter. C'est déjà excellent quand vous avez un jeune post-adolescent qui vient dire à ses parents « je voudrais faire ça ». Il faut surtout l'écouter et l'orienter dans le cadre de ce qu'il aime faire. Et s'il est suffisamment informé sur l'évolution des métiers et des activités par la suite, ceux qui seront en vigueur dans le marché de l'emploi ou de l'activité professionnelle, pour pouvoir choisir dès le début des études, eh bien, il faut d'abord développer sa vocation. Parce qu'un métier, on le fait bien par vocation. 80% pratiquement des décisions prises par les enfants, les étudiants, ces décisions sont prises par les parents. Malheureusement. Voilà. Et c'est cette tendance qu'il faut enrayer. Il faut parler aux parents, leur disant « écoutez vos enfants, bien entendu qu'il faut un cadre ». Et sinon, ils ne seraient pas venus vers vous pour vous dire « je veux faire ça ». Mais écoutez-les. Et les métiers que l'on pratique avec le plus de succès sont ceux qu'on a choisis par vocation et pas par obligation. Et c'est encore malheureux qu'aujourd'hui, à la veille de l'entrée à l'université, beaucoup d'élèves choisissent pas, ils hésitent entre médecine, ingénierie, management ou technologie. Et donc, il y a un sérieux problème d'orientation. Et ce secteur de l'orientation devrait être arrimé aux futurs métiers et aux futures activités professionnelles qui seront en vogue dans 10 ans. Alors, futur métier, ça renvoie évidemment au métier d'avenir. Est-ce que c'est fatalement lié à l'intelligence artificielle? C'est pas obligatoire. Pas forcément. D'ailleurs, cette notion de métier d'avenir, il faut la préciser. De mon point de vue, le métier d'avenir, c'est le métier qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Voilà. Et qui sera sans doute connu dans quelques années. Mais est-ce qu'on peut former à un métier d'avenir qu'on ne connaît pas? Justement, c'est toute la subtilité du métier, c'est toute la veille métier qu'il faut mettre en place. Et on ne la fait pas tout seul, on la fait avec les entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui, en tout cas bon nombre d'entre elles, arrivent à bien identifier leur métier, à identifier les compétences que les jeunes doivent acquérir pour bien exercer ces métiers-là. Et c'est un travail de longue haleine. Et vous le savez, les métiers aujourd'hui, leur durée de vie est relativement limitée. Fini l'époque où des métiers stables sur plusieurs années, voire quelques décennies, c'est une époque révolue désormais. Et la durée de vie d'un métier est parfois tellement courte que le temps qu'il faut pour former un cadre en 5 ans, un cadre ingénieur, est souvent plus longue que la durée de vie du métier. Ce qui veut dire simplement que, connaissant même les besoins dans 5 ans, quand on arrive à former un ingénieur dans un domaine, peut-être que ce métier est déjà révolu. D'où la nécessité de revoir tout le processus de formation lui-même. Il est clair que la formation initiale d'un ingénieur qui dure 5 ans est nécessaire, mais elle est nécessaire mais pas suffisante. Et aujourd'hui, parallèlement à une formation initiale, il y a ce qu'on appelle la formation continue, qui est souvent d'ailleurs
adressé à des gens en situation d'emploi et qui ont besoin d'une mise à niveau de leurs compétences. Et c'est une nouvelle façon d'exercer le métier d'enseignant en faveur d'une mise à niveau de métier de plus en plus court. Il n'y a pas que cela, il y a tout un ensemble de processus de formation qu'on est en train aujourd'hui de développer et qui nous sont imposés par l'IA, notamment après la pandémie du Covid. Le professeur Fares, justement, le métier d'avenir, cela s'impose vous aussi dans votre domaine de la santé. Est-ce qu'il existe des métiers, effectivement, qui n'existent pas aujourd'hui et que voilà, la réflexion collective se fait dès maintenant pour pouvoir lancer déjà des formations professionnelles à ce niveau-là? Voilà, qu'en est-il de ces métiers-là, en tout cas, que vous jugez nécessaires et qui seront présents d'ici quelques années? Effectivement, il faut juste rappeler que les métiers d'avenir, secteur d'avenir, ce sont deux concepts qui sont distincts, mais qui sont quand même interconnectés. Là, mais il y a aussi des métiers qui sont émergents. Et je fais ici allusion à cette évolution des sciences de la rééducation, de la réhabilitation que connaît maintenant le continu. Je parle ici des métiers qui sont pointus, tels que l'ergothérapie, tels que la psychomotricité, l'orthophonie, l'orthopsie, l'audioprothésie. Ce sont des métiers qui font appel à l'IA et qui sont très, très demandés par le secteur de la santé et qui sont aussi très peu représentés dans notre système de santé. Parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines qui sont spécialisées dans ces sciences de rééducation et de réhabilitation, mais il y a une remontée de la demande vis-à-vis des jeunes. Et je reviens à un point très important, et je vais vous raconter une anecdote. Une étudiante qui s'est inscrite l'année dernière à l'université Mohamed VI pour une filière, c'est ses parents qui l'ont obligé. Après un mois, il est venu nous voir. Nous, c'est là qu'on revient à cette dualité parents-élèves. On a par chance, on a à l'université Mohamed VI des sciences et de la santé une cellule de suivi et d'écoute des étudiants. Alors l'étudiant, il est parti, il dit, moi je ne veux pas faire ça. Je veux faire tel. Alors que ce sont deux domaines tellement différents. Alors on a appelé les parents, donc je reviens à Selhalou de dire qu'il faut orienter les parents avant d'orienter les enfants. Mais est-ce que est-ce que votre travail à vous également, c'est de conseiller effectivement les étudiants quand ils sont beaucoup plus poussés peut-être vers une orientation professionnelle qui, vous, dans votre regard, vous pensez qu'effectivement cette profession peut-être ne sera plus celle de demain? La philosophie qu'on adopte au sein de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, c'est essayer d'ouvrir et de bien informer les jeunes bacheliers sur toutes les filières qui existent, que ce soit le médical, le dentaire, les pharmaceutiques, les sciences infirmières et les professions de la santé. Mais ces dernières années, on a essayé on a chiffré, on a palpé qu'il y a une tendance vers ces métiers de l'avenir, tels que les sciences de rééducation et de réhabilitation. Il y a des jeunes, moi je veux faire orthophoniste, je veux faire psychomotricien, je veux faire ergothérapeute, je veux faire psychologue, parce que moi je vois que ces métiers, c'est l'avenir, ils n'existent pas, c'est moderne, ils cherchent leur liberté, leur indépendance. Moi je veux ouvrir mon cabinet après, je ne veux pas être un salarié ou un employé. Donc ce sont des métiers émergents que le système de santé marocain en a besoin, le système de santé global on a besoin de ces métiers, et qui sont très, 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 très demandés par les jeunes, et à mon avis, il faut essayer de mettre des mécanismes de communication entre l'institution, les parents et les enfants, pour essayer un petit peu d'informer, de bien informer sur les filières, les spécificités filières et aussi les débouchés. C'est pas ça justement le véritable problème, Selhalou, qui a été évoqué par Sifers il y a un instant, qui est dans le domaine en fait de l'information, de la communication, de l'orientation aussi des étudiants. J'imagine que c'est un cas qui est quand même assez fréquent dans la société. Moi je suis heureux d'entendre parler Sifers d'orientation vers des métiers. Voilà. Parce que la réalité est différente. Aux écoles Medina, arrivés au collège, nous sommes confrontés depuis longtemps, nous réorientons une tendance fâcheuse qui est de choisir l'avenir par rapport à l'université ou aux études tertiaires que l'on va faire. Je veux faire une bonne université. On m'a dit que telle université est très bonne. Je veux faire le cycle classe prépa puis ingénieur. Il est rare que des parents viennent vous voir
où des élèves vous dire je veux faire tel métier. Et la tendance positive, salutaire, que nous encourageons dans nos cellules d'orientation, c'est de dire écoute mon fils, commence par le métier. Et ensuite, quand tu auras choisi ton métier, on reviendra à la bonne université qui prépare à ce métier. Et pour préparer à un métier, on lui dit, on commence par les familles. Est-ce que tu es intéressé par les métiers humains de l'homme, médecine, pharmacie, biologie humaine, peut-être même vétérinaire, ou les métiers de l'industrie, de la machine, et dans ce cas-là, ça sera de l'ingénierie, ou les métiers du chiffre et de l'entreprise, comptabilité, finance, expertise, comptabilité. Et il faut qu'ils se projettent d'abord par la fin. Et ça, c'est une démarche sur le plan pédagogique qui est une démarche socio-constructiviste. Le constructivisme consiste à commencer par la fin. Et projette-toi dans un métier, quand tu seras à l'aise pendant 3-4 semaines, 2 mois, 5 mois de réflexion, eh bien on te dira, c'est bon, tu as choisi ton métier, eh bien à ce métier-là, telle université prépare, telle filière prépare bien et mieux que l'autre. Et ça, c'est une tendance qui n'est pas naturelle chez les parents et les élèves. On réussit à le faire quand même. Pour eux, c'est une perte de temps ou quelque chose comme ça, non? Non, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, votre sujet... Regarde les parents, de certains parents en tout cas. Non, ils ne comprennent pas. Voilà. Ils se disent, mon fils va terminer dans 6 mois ses études secondaires, je veux lui choisir une bonne université, de bonnes études secondaires. Et c'est une erreur. Il faut commencer par la fin et revenir vers les études qui préparent à ce métier-là. C'est beaucoup plus logique. Et par rapport à votre thématique donc des métiers d'avenir, ça cale tout à fait. On ne peut pas commencer par faire une bonne université et puis en sortant de l'université, on dit coucou, quel métier je peux faire? C'est l'inverse qu'il faut faire. Si Boisani, vous voulez réagir? Oui, merci. Et, nonobstant l'effort de communication que font toutes les écoles et toutes les universités en direction d'abord des futurs bacheliers, mais également leurs parents, je crois que notamment grâce à l'IA et grâce au fait que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus connectés, ils sont à cheval sur ce que propose aujourd'hui le marché. Parce que finalement, ça va très vite aussi pour eux. Il y a de quoi effectivement perdre un peu ses facultés de décision, d'initiative pour un jeune, je l'imagine. Surtout, vous avez parlé il y a un instant de certains métiers qui ne durent que ce que dure la formation. Mais moi, je reste confiant dans le choix des jeunes. Les jeunes sont d'abord connectés, ils savent exactement comment les choses évoluent, comment les métiers évoluent. Ils savent notamment ce que requiert aujourd'hui le marché en termes de profil. Et bien sûr, les parents suivent généralement les jeunes dans leur choix. Et vous avez parfaitement raison de dire, il faut d'abord que ce soit un choix de l'étudiant lui-même. Et de vocation. Et de vocation et de passion. Et de passion. J'aime, donc j'y vais. Voilà, absolument. Voilà. Dans ces cas-là, est-ce qu'il ne serait pas plus approprié de parler de secteur d'avenir plutôt que de métier d'avenir? Peut-être bien, oui. Oui. Dans votre, justement. Vous avez raison, les secteurs d'activité sont des secteurs aujourd'hui connus, porteurs, alors que les métiers sont très dynamiques. Mais effectivement, les métiers d'avenir sont forcément liés à des secteurs porteurs. Aujourd'hui, tous ces secteurs sont connus. Il y a la santé, bien entendu, il y a toute la partie tech, high-tech, IA, informatique, il y a les énergies renouvelables notamment, il y a l'éducation. Nous avons un besoin énorme en termes de professeurs et d'enseignants-chercheurs, notamment dans des domaines de pointe comme ceux-là, et bien d'autres secteurs encore. Dans le métier, justement, dans le domaine médical, est-ce qu'il existe aussi là des secteurs qui sont un peu plus porteurs et à contrario des secteurs qui sont appelés à disparaître aussi? Dans le secteur de la santé, c'est le secteur qui est très touché par la technologie. Il est très touché par la technologie, par l'IA, par la digitalisation. Donc, on peut jamais remplacer l'humain dans les sciences médicales et dans la santé. Mais le secteur est prometteur parce qu'il y a une émergence d'autres métiers qu'on a besoin dans les systèmes de santé. Et je reviens vers les métiers qui n'existent pas encore au Maroc, tels que les ergothérapeutes, tels que les podologues, tels que les audioprothésistes. Il existe ailleurs. Il existe ailleurs, mais vu cette réforme enclenchée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour essayer de généraliser la généralisation de la protection sociale, ça veut dire qu'on a besoin d'un système de santé qui offre des soins de qualité et que tout le monde y trouve toutes les spécialités qui existent. C'est pour cette raison qu'au Maroc, on vit cet engouement pour la santé, parce qu'il y a des métiers qui sont prometteurs, que le débouché est garanti, que l'avenir est garanti, que aussi c'est une
certains bacheliers jeunes cherchent à être un petit peu utiles à l'autre. Donc je crois que le secteur de la santé, c'est un secteur promoteur par la mise en place de plusieurs métiers émergents qui s'installent au Maroc, développés par plusieurs universités. Nous, à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, on a créé un pôle rééducation pour essayer d'offrir ces formations qui n'existent pas encore au Maroc, pour essayer d'offrir au système de santé des jeunes qui sont motivés. Mais nous, lorsque les étudiants arrivent à l'université, on ne présente pas l'université, mais on présente les métiers. Parce que dans chaque étudiant, dans chaque élève, il y a une affinité à quelque chose. Donc on essaie toujours de bien clarifier les filières qui existent, et on fait pas ça nous. On laisse les étudiants qui sont dans la formation expliquer la filière. On laisse les parents, on fait des séances de travail avec les parents pour essayer de bien cadrer le choix. Parce que si on arrive à avoir un étudiant qui est motivé, engagé et qui a bien choisi la filière de la formation, le succès il est garanti. Mais si on fait le choix juste parce que l'université est de renommée, parce que le diplôme il est reconnu, peut-être qu'après 2 ans, 3 ans, l'enfant, même s'il arrive à décrocher son diplôme, il ne va pas être prêt à utiliser le diplôme qu'il a. Vous avez parlé de généralisation de la couverture médicale ou sociale. Est-ce que cette donne est prise en considération en matière de formation, justement ? Est-ce que ça a bouleversé un peu l'ordre en matière de formation des jeunes ? Est-ce que certains aspects sont beaucoup plus appuyés, soulignés que ce qui était auparavant, par exemple ? Bien sûr. Ouais. Lorsqu'on met une réforme, c'est une réforme structurelle. Aussi grande, aussi importante. Oui. Et il y a tout le monde qui est autour de cette réforme. Normalement, qu'on doit préparer des ressources humaines pour essayer de doter les structures sanitaires marocaines de ressources humaines qualifiées, surtout qu'on a déjà un manque accru en ressources humaines, que ce soit en sciences infirmières, que ce soit en sciences médicales, en dentaire ou en pharmaceutique. Mais il y a aussi des professions qui n'existent pas, donc le temps, c'est le moment ou jamais d'implanter ces filières, ces nouvelles filières qui n'existent pas, qui existent ailleurs, mais n'existent pas au Maroc, qui n'existent même pas en Afrique. Donc le Maroc essaye de mettre en place ces formations pour essayer de rendre les hôpitaux et les cliniques marocaines dotés d'une ressource humaine qualifiée dans toutes les différentes branches médicales qui existent. Sidi Hlou, dans l'entretien d'embauche que nous connaissons, traditionnel, classique, j'allais dire, on demande souvent à un candidat où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans. J'imagine que cette question maintenant elle est complètement obsolète avec tout ce qui se passe, avec cette évolution rapide en tout cas en matière de technologie, de l'information, même de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce genre de questions peuvent être posées aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut le tester beaucoup plus et le challenger sur ses compétences adaptatives que sur ses connaissances. Tester et challenger son agilité, sa capacité à s'adapter au métier. On dit déjà qu'une bonne partie, je n'aime pas beaucoup les statistiques comme ça tranchées, une bonne partie des lauréats des universités dans leur spécialité ne travaillent pas forcément dans la spécialité pour laquelle ils ont été formés. Mais il est encore plus vrai qu'une personne, un lauréat, bien qu'il ait passé des stages, bien qu'il ait été confronté à la réalité du métier et de l'industrie, en entrant dans une entreprise, ce qui intéresse beaucoup plus l'employeur, c'est son agilité. C'est ses compétences, c'est ses soft skills, c'est sa capacité à bénéficier de l'upskilling et du reskilling que l'entreprise va lui offrir. Donnez-moi un lauréat et un employé adaptatif, j'en ferai ce qu'il faut. Mais donnez-moi quelqu'un qui est bardé de diplômes, bardé de connaissances, mais qui n'est pas agile et adaptatif, je n'en ferai pas grand-chose. D'autant plus que, vous avez tout à fait raison, les métiers évoluent. Mais moi, j'adhère beaucoup plus à cette idée de secteur d'avenir que de métier d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'un métier restera un métier. On nous dit on nous disait 2030, aujourd'hui on est 2050. 80% des métiers futurs n'existent pas encore aujourd'hui. Voilà. Bon, il faut relativiser. Un médecin restera un médecin, un opérateur, disons, de marché des finances restera un opérateur financier, etc. Ce qui va évoluer, c'est le secteur dans lequel
lui, se développe. C'est les outils qu'il n'utilisait pas avant et qu'il va avoir à utiliser, notamment l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ces métiers répondent à un système économique. Et ce système économique va rester globalement le même, avec un changement de frontière entre le secteur tertiaire, les services évoluent énormément, l'industrie se rétrécit, l'agriculture, n'en parlons pas, elle s'automatise, elle se rétrécit. Ces secteurs vont évoluer et ça va demander aux mêmes personnes de pratiquer le même métier d'avant, mais avec beaucoup plus d'outils modernes, beaucoup plus d'agilité. D'où la nécessité de privilégier les soft skills du lauréat sur ses connaissances. Et le problème justement de l'IA dans l'éducation, surtout dans l'enseignement supérieur, c'est qu'il a fait une très mauvaise entrée. C'était une entrée quasiment catastrophique. Heureusement qu'elle a été rattrapée très vite pour expliquer aux enseignants et aux étudiants que ChatGPT devrait être votre ami, votre allié, et pas celui qui va se substituer à votre capacité d'apprentissage. Les enseignants étaient horrifiés de voir que les sujets qu'ils donnaient étaient, disons, servis par ChatGPT de la façon la plus déconcertante pour l'enseignant. Heureusement qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Bon, il y a des outils qui détectent disons l'humain et le robot dans les réponses données par l'étudiant. L'étudiant, je crois, très vite, en l'espace d'une année ou deux, s'est adapté en se disant bah, écoute, ChatGPT, d'accord, mais il faut quand même que je réadapte un peu. Je m'y mette un peu du mien. Voilà. Et maintenant, il faut que les choses se restabilisent et que l'IA devienne l'ami de l'homme, un outil au service de l'homme, de l'étudiant, au service de l'étudiant, au service de l'enseignant, beaucoup plus qu'une menace qui va reconfigurer les métiers, reconfigurer l'industrie. C'est un petit peu science-fiction. Hein. Il faut quand même garder les pieds sur terre et, Professeur Fares, et bien analyser les choses. Un médecin reste un médecin, a dit Silhlo, malgré l'intrusion de la robotique et de la médecine à distance dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, le médecin restera médecin, le pharmacien restera médecin. Non, c'est le confort de l'IA qui va nous aider à bien développer l'environnement dans lequel on travaille, à rabattre le temps de prise de décision, à bien diagnostiquer, mais le médecin reste médecin, le pharmacien reste médecin. Le kinésithérapeute peut faire appel à un robot pour faire la rééducation, mais il est toujours là pour le guider. L'humain, il sera toujours présent. L'IA nous donne un confort. La technologie, la digitalisation, c'est un confort pour essayer de mieux mener notre mission et mieux mener notre métier. Donc, je crois que les secteurs, tous les secteurs, que ce soit le secteur de la santé et les autres secteurs, bénéficient de confort que leur rend la technologie de l'information et aussi l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui nous écoutent, qui s'interrogent aussi à propos de l'avenir de leurs enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, par exemple, sur les métiers de demain, ceux de 2030 par exemple? C'est une année qu'on évoque assez souvent dans le débat public. Quels sont les métiers, par exemple, qui seront là en 2030, 2040, 2050, a dit Silhlo tout à l'heure? À mon avis, je pense que tous les métiers de la santé resteront les métiers de la santé. Mais la façon avec laquelle on va les aborder, on va être formé en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant la digitalisation et aussi faire appel à la technologie de l'information. Je crois que si les jeunes qui s'intéressent au métier de la santé, ils doivent se préparer qu'ils auront besoin des soft skills. Parce que nous, on a besoin d'un professionnel de santé qui est adaptable. Parce que cette année, on ramène un logiciel, l'année prochaine, il est remplacé par un autre. On a besoin des ressources humaines, des jeunes qui sont adaptables et qui sont quand même bien formés, parce que je reviens à un point très important soulevé par Silhlo, c'est les soft skills. Nous, notre modèle de formation, c'est essayer de former l'humain en tant que personne et donner les connaissances. C'est pas l'université et la formation, c'est pas seulement donner les connaissances, mais nous, on veut un professionnel de santé qui est bien construit, qui est bien en paix avec lui-même, qui sait les limites de ses compétences, et donc les savoirs viendront après. Lorsqu'on forme les gens, on donne les connaissances,
C'est comme si on remplit un verre, peut-être que ça ne va pas être utile. Mais lorsqu'on forme une personne, ça veut dire un licencié, un masterant, un doctorant, un médecin, un pharmacien, qui est bien éduqué, qui a beaucoup de soft skills, qui s'est développé lui-même. Donc je crois que il va réussir, il va aboutir à un résultat. Il peut même, s'il n'est pas à l'aise dans son métier, il peut le changer. Mais si on reste dans cette cadence traditionnelle, donner de l'information et ne pas construire la personnalité de l'étudiant, ça c'est très important. Ça c'est le cœur de l'innovation pédagogique qui doit être adoptée par les universités marocaines. Nous, on ne forme pas les gens juste pour les informer. L'information, il existe partout. On peut, ChatGPT, on trouve tout, mais on a besoin de personnes qui réfléchissent, qui critiquent, et ainsi de suite. Et justement, à travers tout ce qui a été dit à propos donc des métiers de demain, de l'incursion un peu de l'intelligence artificielle dans les métiers de tous les jours, cela pose évidemment certaines questions auprès des jeunes. Alors, effectivement, les diplômés des grandes écoles qui affichent aussi un certain discours de rupture par rapport à tout ce qu'on apprend jusqu'à aujourd'hui et qui veulent effectivement s'adapter, qui craignent aussi pour leur avenir, ce qui est tout à fait humain et logique aussi. Est-ce que cela ne demande pas une certaine précaution aussi d'usage, de conseils à donner à ces jeunes-là et leur dire qu'effectivement ce que vous apprenez aujourd'hui ne veut pas dire que c'est condamné, que ce sera condamné demain, parce qu'effectivement il y a beaucoup de jeunes cherchent à tourner la page si ce n'est pas véritablement à fermer le livre quant à l'apprentissage qu'ils font aujourd'hui, en se disant que demain effectivement ce qu'ils ont appris aujourd'hui ne sert à rien. En fait, vous avez raison de souligner cela et heureusement que les formations aujourd'hui ne se contentent pas de donner une formation technique poussée. Enfin, c'est le rôle de la formation, c'est de former un très bon ingénieur dans un domaine tout à fait particulier. Mais au-delà de cette formation purement technique, il y a une formation dite de soft skills. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre ministère généralise cette notion de soft skills à l'ensemble des formations, quelles qu'elles soient. Mais à l'Université Euromeds, elle fait partie de son ADN depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nous avons mis quelque chose en place que l'on appelle le profil Euromeds. Et ce profil Euromeds est basé sur 7 piliers et il est obligatoire. C'est un socle de formation transversale obligatoire pour tous les étudiants, quel que soit le domaine, sciences humaines et sociales, santé, ingénierie. D'abord, le premier pilier est celui du multilinguisme. Il faut que ces diplômés maîtrisent au moins 2 langues étrangères en plus de l'arabe et du français. Il faut le multiculturalisme, il faut que ces étudiants soient imbibés de culture, avec beaucoup de cours de philosophie pour développer l'esprit critique, la pensée critique, la capacité de pouvoir réagir, convaincre avec des arguments bien établis. Le troisième pilier est celui de l'entrepreneuriat. Tous les étudiants suivent un parcours de partenariat sans pour autant forcément devenir des entrepreneurs. Et puis, il y a une formation au TIC, il faut qu'ils soient connectés, plus la responsabilité sociale. Tous les étudiants doivent absolument rendre service à la société en faisant un travail de terrain auprès de quartiers ou de personnes défavorisées. Le 6e pilier est celui du développement durable. La question de la durabilité, de la protection de la planète est également présente dans le cursus. Et puis le dernier pilier, c'est celui de la mobilité. Nous essayons de convaincre nos étudiants à ce qu'ils soient mobiles, à ce qu'ils fassent un séjour à l'étranger, simplement pour découvrir d'autres. Cette mobilité est bien entendu obligatoire chaque fois qu'il y a une double diplomation, mais quand elle n'est pas obligatoire, elle est sélective. Tout cela pour justement éviter le revers de la question que vous posez. Quand ces étudiants, ces diplômés sont relativement bien armés en soft skills, ils sont en mesure d'affronter toutes les difficultés qu'ils soient. Et cette rupture, elle peut avoir lieu, en effet, mais des précautions sont à prendre. Il ne faudrait pas que cette rupture puisse compromettre le développement économique, le développement sociétal du pays et de la nation. Ça, c'est important. Nous insistons auprès de nos jeunes, notamment les ingénieurs, mais pas seulement, à ce qu'ils fassent attention effectivement à cette rupture, de manière à ce qu'elle ne soit pas une véritable rupture. Il faut qu'elle soit bien maîtrisée, en l'occurrence. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être un domaine d'activité peut se révéler peut-être beaucoup plus porteur que ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui?
comment prioriser un métier par rapport à un autre, toujours évidemment avec le regard à moyen terme plus ou moins. Prioriser, donc en tant que formateur, en tant qu'institution de formation, on ne peut pas prioriser. Nous, on présente une plateforme de formation, mais c'est un travail qui va être fait auprès des parents et auprès des jeunes et auprès aussi des lycées pour essayer de préparer et d'informer sur l'émergence des métiers qui existent et l'évolution des métiers dans le secteur de la santé. Parce que c'est un secteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en évolution chaque année, chaque moment. Il y a des nouvelles technologies. Donc c'est un travail, le travail doit être fait auprès des parents et des jeunes. Parce que maintenant, si on a des jeunes au lycée qui sont avertis, conscientisés sur le cheminement d'un médecin, le cheminement d'un pharmacien, le cheminement d'un infirmier, le cheminement d'un kinésithérapeute, d'un rééducateur, d'un technicien de santé. S'il connaît le métier avant qu'il le fasse, il aura le choix. Il aura le choix. Il va dire aux parents, moi je préfère faire technicien de laboratoire au lieu de faire biologiste. Je préfère faire un technicien de radiologie au lieu de radiologie. Je préfère faire autre chose, philosophie. Mais laisser les enfants jusqu'au baccalauréat et venir ouvrir une fenêtre, voilà les filières qui existent, il faut choisir une, ça c'est, on n'aura pas un bon étudiant. Mais est-ce qu'on ne part pas déjà du... Voilà. Est-ce qu'on ne part pas déjà de l'idée d'une fausse interprétation de l'expression même métier d'avenir? Parce que une femme qui fait accoucher une autre femme, c'est aussi un métier d'avenir. Oui. Est-ce que ça ne renvoie pas faussement à l'idée que c'est un métier moderne, alors que finalement c'est un métier porteur? Moi je dirais que cette notion de métier d'avenir, il biaise un petit peu le débat. Mais lorsqu'on l'encadre, on laisse le cadre secteur d'avenir, c'est vrai, il y a des secteurs d'avenir. Et la santé, c'est parmi les secteurs d'avenir. Une sage-femme, ça date des décennies. Mais ça n'en reste pas moins un métier d'avenir. Oui, c'est un métier d'avenir parce qu'on aura toujours... Est-ce que dans l'esprit... Il y aura des humains. Tant qu'il y aura des humains. Donc c'est ça. En création. L'idée, la problématique, la vraie problématique, c'est aider de changer la mentalité des jeunes envers les métiers. Parce que le choix d'un métier... Parce que mettez-vous à la place d'un jeune. Hein, vous lui dites, faire ce métier-là, pour lui, ce n'est pas un métier d'avenir. L'école, l'entourage aussi des médias, c'est très important. Des fois, on valorise un métier par rapport à un autre, mais alors que chaque métier, il a sa valeur. Donc c'est un débat qui, pour moi, qui est un petit peu sociétal par rapport au métier. Absolument. C'est un débat sociétal auprès de la culture et de la société marocaine pour ne pas dévaloriser des métiers au détriment des autres, mais de présenter les métiers tels qu'ils sont. Je reviens encore à cette mauvaise interprétation. Je me mets à la place d'un jeune qui va voir ses parents, qui dit « je veux faire un métier d'avenir », les parents sont contents. Quel est le métier que tu veux faire, mon garçon? Sage-femme. Mais tu vois à la place de... Oui, mais bon, c'est pas aussi carré. Oui, voilà. C'est pas aussi carré. Je reviens à cette idée de vocation. Une jeune femme qui veut devenir sage-femme, si elle n'a pas la vocation humaine, interpersonnelle, relationnelle, spatiale, il est difficile qu'elle le choisisse simplement parce que ça rapporte ou parce que sa maman l'a fait. C'est clair. Aujourd'hui, depuis déjà 20 ans ou 30 ans, les études psychosociales montrent qu'il n'y a pas une seule intelligence. Avant, c'était le dictat du quotient intellectuel. Tu as un bon QI, tu vas faire de bonnes études. Tu as un mauvais QI, tu es un nul, tu vas faire la formation professionnelle. Depuis 20-30 ans, Howard Gardner a parlé des intelligences multiples. Une personne qui a l'intelligence interpersonnelle, une des 9 intelligences, qui a l'intelligence naturaliste, qui a l'intelligence spirituelle existentialiste, peut faire ces métiers-là, parce que ça, c'est inné. Et l'école, au primaire, au collège et au lycée, a pour rôle de faire émerger ces différentes intelligences. Je rebondis sur ce que disait le professeur Ouazani en matière de profil du lauréat d'une université, qui a 22-23 ans, et je valorise beaucoup cela. Mais je complète en disant que ce profil en 6 piliers doit être basé sur un profil de l'apprenant.
pendant qu'il est au primaire et au collège, voire même en maternelle. Parce que quand vous allez en faire quelqu'un qui croit en la durabilité, sustainability, quelqu'un qui croit en la responsabilité sociale, si à la base il n'a pas ces intelligences naturalistes, et je cite Howard Gardner, ces intelligences interpersonnelles, si l'on n'a pas développé chez lui le profil altruiste, l'altruisme est fondamental, l'altruisme c'est simplement reconnaître l'autre, c'est l'anti-ego, ego alter, l'intégrité, pendant l'exercice de son métier d'apprenant. Eh bien, arrivé à l'université, la responsabilité sociale, ça sera une matière qu'il doit valider ou obtenir un 10 pour passer. Et la durabilité, bof, oui, j'ai lu des bouquins. Il faut qu'il s'imprègne de cela. C'est d'autant plus important que l'IA et que l'incursion dont on parlait tout à l'heure de cet outil fabuleux mais redoutable peut menacer l'éthique. Tout comme les découvertes d'Einstein n'ont pas été freinées à temps et que l'absence d'éthique dans le microcosme scientifique n'a pas empêché la bombe atomique. Aujourd'hui, dans le domaine biologique, l'éthique est très importante. Qu'est-ce que l'IA permettra aux inventeurs fous de faire si l'être humain n'a pas l'éthique qu'il faut et qu'il n'a pas été éduqué à la base à une éthique? Eh bien, je pense que l'IA peut faire quelques dégâts importants. Donc, baser l'éducation de base sur des valeurs multiples et des intelligences multiples et baser la formation de l'étudiant à l'université sur la perception de toutes les dimensions des métiers. Mais ce que vous dites, professeur Ouazzani, je l'apprécie beaucoup. Je ne vais pas faire d'aparté, je ne vais pas être sectaire, mais il est d'autant plus faisable dans des études supérieures ou tertiaires disons, complète, quinquennale, c'est-à-dire avec une prépa intégrée. L'un des défauts que connaissent aussi des systèmes de formation aujourd'hui, et ça on s'y confronte aux écoles Medina quand on oriente les gens sont obnubilés par les prépas. Ils veulent faire prépa, ils ne savent même pas à quoi ça peut préparer. Les prépas, n'allaient pas parler à un étudiant de prépa de durabilité, de philosophie, d'éthique, de construction de la personnalité. Non, il est là avec un processus d'élimination pour que les meilleurs restent et qu'il soit un super ingénieur. On est tous fiers que Polytechnique admette beaucoup plus de Marocains que d'autres internationaux. Mais attention, toutes ces belles valeurs dont on est en train de parler et qui doivent préparer véritablement les étudiants au métier d'avenir, il faut les préparer sérieusement, dès le début de l'université, même avant l'université. Et ça, c'est des vraies menaces. La question de prépa, justement, elle est assez importante en matière de formation. Aujourd'hui, est-ce que c'est pris en considération? Dans la plupart des établissements, de nos propres établissements, les prépas sont intégrés. Donc, il s'agit de cursus Bac plus 5 qui vont... C'est ce qu'il faut. Non, c'est exactement ce qu'il faut. Cela dit, effectivement, c'est un socle qui est à la fois horizontal, mais vertical. C'est-à-dire qu'il commence dès la première année et il poursuit l'étudiant jusqu'à pratiquement sa sortie. Donc, et ça apporte beaucoup à l'étudiant en termes de communication, en termes de personnalité, en termes de projet professionnel. Beaucoup d'étudiants, grâce à ce processus-là, et notamment le pilier entrepreneuriat, arrivent eux-mêmes à créer leur propre start-up et à devenir eux-mêmes pourvoyeurs d'emplois au lieu d'être candidats à l'emploi. C'est excellent, c'est excellent. La place de l'éthique qui a été évoquée il y a un instant, quel est justement son positionnement en matière de formation professionnelle dans le domaine médical? Dans le domaine de la santé et les sciences médicales, c'est omniprésent l'éthique. L'éthique et la déontologie professionnelle est omniprésente. Pour la procréation, il y a tout le domaine. Même lorsqu'on parle de secret professionnel, on est dans l'éthique. Donc c'est un secteur que l'éthique est dedans. Donc, dans les comportements, dans la formation, dans les relations soignant-soigné, dans le diagnostic, dans le dossier. Donc, c'est pour cette raison que je reviens à ce qu'a dit Selhlou, c'est l'IA peut être des fois une menace, surtout dans le secteur de la santé. Là, on a des dossiers médicaux qui sont archivés, des données, des big data en santé qui sont à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut
l'IA doit avoir un référentiel quand même éthique pour essayer un petit peu de protéger un petit peu la santé des Vous y croyez citoyens. vraiment cette protection justement contre l'IA? Voilà, c'est quoi? C'est un phénomène quand même qui est grandissant chaque jour un peu plus. Est-ce qu'on peut éventuellement faire face à tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme menace pratiquement dans tous les métiers? L'IA, on fera de l'IA ce qu'on pourra, mais aujourd'hui, effectivement, tout le droit du numérique aujourd'hui s'enseigne aujourd'hui, se développe justement pour faire en sorte que la data personnelle soit protégée. Il y a des profils d'ingénieurs en cybersécurité, il y a des profils d'ingénieurs en blockchain qui font en sorte effectivement de protéger. Il y a toujours un risque. Mais heureusement que derrière cette IA, il y a encore l'être humain et cette intelligence humaine qui doit absolument la focaliser dans le bon sens. Pour combien de temps? Parce que n'oublions pas aussi la dimension économique. L'un des domaines d'activité ou des secteurs d'activité qui est le plus prédateur pour des raisons de profit est le domaine donc de la production industrielle. Je pense aux médicaments, je pense aux grands groupes qui peuvent justement utiliser la data pour vendre encore plus de produits, encore plus de chimie et dominer encore plus l'humain par simplement le gain, l'appétit du gain pour vendre plus. Et là, l'éthique a une place fondamentale. Et c'est au niveau de la décision politique, bon, ce qui est un peu inquiétant, on ne veut pas faire des oiseaux de mauvais augure, mais le côté politique est fondamental, d'autant plus qu'aujourd'hui, le capitalisme international et financier a tendance à supplanter le politique, à supplanter les volontés politiques. Et devant tout cela, l'être humain, il est complètement ballotté. Il lui faut une solide dose de clairvoyance qui s'apporte dans l'éducation de base et à l'université pour dire non, je sais que ça s'oriente dans telle voie, je ne travaille pas dans tel métier. Si je travaille dans tel métier, je suis le levier d'une domination qui peut nuire aux humains par la suite. Mais est-ce que vous pensez que le politique suit le mouvement, en tout cas, la vitesse? Il a son propre temps, le politique, et ses propres exigences, et ses propres contraintes. Parce que autant effectivement, on s'attelle à former les jeunes dans tous les domaines et surtout en matière d'éthique. Et là, si on se retrouve effectivement peut-être avec des initiatives politiques qui marchent quand même pratiquement à une vitesse qui n'est pas la même. Il est transpercé par les grands intérêts des grands groupes économiques dans le monde, clair, et sa marge est de plus en plus réduite. Les législations sont amenées à être revues là, d'une manière ou d'une autre. Oui, pas seulement d'ailleurs au niveau marocain, c'est au niveau mondial. Mondial, absolument mondial. Bien sûr. Quels conseils on pourrait donner aux jeunes maintenant, s'il y a des conseils à donner en matière d'évolution un peu de ces métiers qui arrivent? S'il y a des conseils simples peut-être à donner, ce serait quoi? De mon point de vue, il faudrait d'abord qu'ils s'informent du mieux qu'ils peuvent. Heureusement, ils ont l'information à leur disposition. Il faudrait effectivement qu'ils soient orientés également par leurs parents, mais également par les établissements, par les orientateurs. Il y a des conseils d'orientation aujourd'hui qui font ce travail remarquablement. Il faudrait également qu'ils s'impliquent beaucoup plus dans l'activité étudiante, dans les clubs. Ça leur apporte beaucoup de savoir, beaucoup de personnalité, beaucoup de moyens pour pouvoir effectivement entrevoir l'avenir mieux en tout cas, mieux et sûrement, avec une bonne assurance. Moi, je reste quand même confiant dans le jeune Marocain aujourd'hui. Je côtoie chaque jour des étudiants par dizaines, bientôt par centaines au mois de juin et de juillet, ainsi que leurs parents. Les parents se renseignent. Et je n'ai aucun doute que leur choix sera un choix d'abord motivé par le cœur, par la passion, mais également par la raison. Et je reste quand même... Je leur fais confiance. Qu'est-ce qui fait la différence d'un jeune diplômé à haut niveau d'aujourd'hui par rapport à celui, on ne va pas remonter très loin dans le temps, d'il y a 5 années, Oui, c'est cette ouverture d'esprit, c'est cette capacité, c'est ces soft skills. Quand ils sont bien armés en matière de soft skills, ils sont plus épanouis, mieux préparés pour les métiers d'avenir,
Ils savent pertinemment que ces métiers évoluent. Et puis, je fais également confiance dans les entreprises qui recrutent. De plus en plus aujourd'hui, les entreprises sont parfaitement conscientes de la qualité de leur personnel, notamment le personnel cadre haut niveau. Et de plus en plus maintenant, on est sollicité par des entreprises, de par le Maroc, pour mettre à niveau, dans un cadre certifiant, dans un cadre diplômant, ses connaissances. Évidemment, il faut jouir de la flexibilité nécessaire pour pouvoir adapter ses formations au temps de celui qui travaille, en l'occurrence les samedis, dimanches, parfois le soir. Cette flexibilité, cette agilité est indispensable pour pouvoir donner la meilleure réponse à ces entreprises. Et voilà, donc ce sont là des conseils de parents d'abord de parents avant que ce soit des conseils de responsables. On revient à chaque fois justement sur le rôle des parents, d'une manière ou d'une autre. À l'éducation. La clé de la réussite, c'est les parents. Ouais. Si on a des parents qui sont à l'écoute, qui cherchent, qui s'informent avec leur enfant, ils cherchent aussi, parce que si l'enfant il a beaucoup d'informations et il est épaulé par les parents, il fera un bon choix. Et s'il est obligé à faire le choix, il va faire le choix. Il va faire les études. Peut-être qu'il va les réussir, on ne sait pas. Il va réussir, il va pas les réussir, mais à la fin, il ne va pas travailler avec le diplôme qui a été imposé. Mais si, et je reviens à votre question, comment réussir une bonne filière, c'est de s'informer de plus en plus. Moi, je vais vous donner un exemple qu'on vit à l'Université Mohamed VI de la Santé. On a des clubs des étudiants. Et ces clubs des étudiants, ça nous donne une valeur de l'étudiant marocain. Ils ont pris l'initiative d'aller voir les lycées et de les informer les nouveaux bacheliers sur les filières qui existent. Les orthophonistes parlent de l'orthophonie, ils font des séances de dépistage dans les lycées, mais ils parlent de l'orthophonie, la psychomotricité, les médecins aussi, ils font des caravanes. Donc ils sont là pour un petit peu parler autour d'un métier. Et ça facilite un petit peu la tâche aux parents, à l'étudiant. Il y a de l'information. Donc cet esprit d'orientation, il est parental, mais il est aussi au niveau de l'éducation et aussi au niveau des institutions qui vont faire la formation supérieure. Plus que tout autre métier, celui de la santé, vous le voyez vraiment le plus déterminant, le plus ouvert, le plus exposé à cette rapide évolution. Non, je crois que c'est la même chose, elle évolue dans d'autres secteurs. Mais moi, je parle du secteur de la santé parce que je le connais. Je connais, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur de la santé. Je constate l'évolution. Et je constate le grand nombre d'adhésions à ce secteur-là. Le long nombre d'inscrits dans les sciences infirmières et professionnels de la santé par rapport à d'autres disciplines. Et les flagrants. On ne parle pas de 10%, c'est de 200% d'augmentation des chiffres d'inscription pour ces filières-là. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement pour ces filières, il y a un intérêt. L'intérêt, il est là à cause des métiers, parce que peut-être la vocation existe chez les étudiants. Peut-être que ces métiers garantissent des débouchés, on ne sait pas. Il faut faire des études pour savoir pourquoi il y a cet engouement pour ces sciences infirmières. C'est-à-dire que cet engouement est suscité peut-être par l'apparition ou peut-être la promesse de nouveaux métiers. C'est surtout ça aussi. Peut-être. C'est surtout aussi dû au fabuleux rattrapage que le Maroc est en train de faire en matière de prestations de santé. Il est sûr qu'entre 2015 et 2025, l'évolution est fulgurante, mais elle ne sera plus la même en 2020-2030, lorsqu'il y aura suffisamment d'offres de cliniques, d'hôpitaux, de médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande est forte. Je n'oserais pas dire que c'est conjoncturel, mais ça ne va pas durer 50 ans, ça va durer un certain temps, et puis le marché se rééquilibre, et d'autres métiers apparaîtront, et vous serez peut-être assis ici dans 10 ans à dire « Ah oui, mais tel nouveau métier, c'est lui qui est porteur ». Je veux dire, c'est tout à fait naturel. Moi, ce sur quoi je voulais revenir par rapport à ce que disait le professeur Fares, c'est l'orientation des parents et de leurs élèves le plus tôt possible pour créer de vraies vocations. Une vocation ne naît pas à 22 ans, elle naît à 15, 16, 17 ans.
Moi, j'ai eu C'est-à-dire quand vous dites le plus tôt possible? le plus orienté, le plus orienté tôt possible. possible dans l'âge de l'élève. Et C'est-à-dire ne pas attendre, c'est-à-dire dans Voilà. la période fin du collège, début du collège, lycée. voilà, C'est là qu'il faut vraiment faire naître les vocations parce qu'elles sont le plus durables. Une vocation qui naît à 22 ans n'est pas durable, D'accord. à moins qu'il Mais ait moi, fait je quoi. me mets aussi à la place d'un parent. J'ai un enfant de 15, 16 ans, 17 ans, je lui demanderai beaucoup plus de poursuivre ses études que véritablement à penser à son métier. Non? Mais, écoute, oui, mais bon, non, mais je veux dire, dans les cas où les études se déroulent normalement, Ouais. on pense au métier de façon très précoce. Mais vous savez, les parents sont ballottés entre deux choses et l'évolution du système éducatif du collège-lycée au Maroc n'a pas beaucoup aidé à résoudre cela. C'est qu'ils sont obnubilés par la note. Depuis 2010, où il y a eu un revirement au niveau des épreuves du baccalauréat, au niveau des effectifs du baccalauréat, c'est le moment où le taux de réussite est passé de 40% à 60%, aujourd'hui il est à 80%. C'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est la course aux notes. Et la course aux notes va permettre d'accéder aux meilleures universités via des concours. Et cette course effrénée risque, je suis gentil en disant risque, parce qu'elle a déjà fait perdre une partie de l'essentiel, c'est-à-dire la formation de la personnalité de l'élève, la naissance de cette vocation. Si un élève tombe dans le piège avec ses parents de cette course effrénée à la note, il va oublier sa vocation, il va oublier son métier, et je vous donne un petit peu raison. Attention, moi j'ai eu disons la chance de gérer pendant plusieurs années et du scolaire jusqu'au lycée et de l'universitaire, et de voir ce continuum. Et dans ce continuum, il est important de préparer les élèves à avoir un 18 au bac ou un 17 au bac, mais ce n'est pas tout. Il faudrait que la substance soit faite d'une bonne personnalité, de soft skills, de vocation, de perspicacité, de savoir ce que je veux faire. Très souvent, la course effrénée aux notes ne rend pas service et vivement à la réforme du baccalauréat et vivement à la réforme du système qui prépare aux études secondaires, à la fin des études secondaires. C'est passionnant quand même comme Il débat. est vrai qu'il y a un engouement pour le secteur de la santé, mais il n'est pas le seul. Ouais. Il y a aujourd'hui d'autres secteurs au Maroc qui sont fortement demandés, pour lesquels les besoins sont importants. Le domaine du digital en particulier et de l'IA dans toutes les disciplines, mais également le secteur des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, mais également tout ce qui concerne le stockage et la gestion de l'énergie. Dans le domaine de la logistique et du transport, il y a un besoin énorme, et notamment l'usage du digital dans ce domaine. Il y a d'autres secteurs qui sont porteurs, l'hôtellerie, le tourisme, alors que le Maroc s'apprête à accueillir des événements d'envergure internationale. Il y a des secteurs extrêmement porteurs. Alors il nous reste juste pratiquement 2-3 minutes avant de terminer. C'est vrai que le débat est assez passionnant. Je voudrais juste en une minute, je vais vous donner une minute chacun pratiquement pour terminer. Voilà, comment voyez-vous déjà ce métier dont on parle depuis tout à l'heure, ce métier d'avenir, et surtout là aussi peut-être un petit mot en direction des parents qui, voilà, en ce moment se posent des questions quant à l'avenir un peu de leurs enfants. On commence par vous, Sylou Hazen. Merci. Comme je viens de vous le dire, les métiers d'avenir évoluent rapidement. Il faut que les parents le sachent. Mais il faut qu'ils sachent que le système éducatif marocain en est parfaitement conscient et suit, au moyen d'une veille, cette évolution des métiers d'avenir. Ce sont des métiers qui sont généralement porteurs et sur lesquels aujourd'hui toute une panoplie de formations sont proposées dans toutes les universités. Et bien entendu, il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils s'orientent, il faut qu'ils prennent conscience de l'avenir de leurs enfants quant au choix de ces métiers d'avenir. Professeur Fers. Moi, je dirais que le secteur de la santé, certes, c'est un secteur prometteur, plein de métiers d'avenir, mais je conseille les jeunes bacheliers et leurs parents de réfléchir ensemble sur la vocation de la personne de leurs enfants. C'est très important. Le choix qu'ils choisissent la santé, le digital, l'aéronautique ou autre chose, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un étudiant marocain averti et bien construit. C'est là Je le dernier mot. voudrais compléter par un volet qui n'a pas été abordé parce que nous sommes universitaires, alors qu'un pays ne vit pas qu'avec des lauréats d'université.
il y a aujourd'hui un secteur qui n'a pas eu sa part, c'est la formation professionnelle. Quand les parents voient qu'à la fin du lycée, leur enfant n'a pas la vocation de faire de longues études, ou de faire prépa, ou de faire des études d'ingénieur ou de devenir médecin, attention, parfois des bac+2 bien choisis dans l'intelligence artificielle, dans le digital, dans des métiers porteurs, peuvent lui ouvrir la voie rapide à un métier, quitte à ce que plus tard ils reprennent d'autres études. L'Europe s'est développée avec ça. Aujourd'hui, les pays européens, l'Asie également, se développent non seulement avec des universitaires de bonne facture, mais aussi avec des opérateurs bac+2 ou bac+3 dans des formations professionnalisantes, mais qui ne sont pas forcément des études supérieures de longue durée. Ne l'oublions pas. Voilà, nous arrivons, j'allais dire, malheureusement au terme de ce débat et j'ai également l'occasion de remercier encore une fois Tawfiq Louazani, vice-président des affaires académiques Euromed, école d'ingénieurs digital et d'intelligence artificielle. Mes remerciements aussi les plus sincères au professeur Rachid Fares, doyen faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé. Et mes remerciements enfin au professeur Abdelrahman Lahlou, consultant en éducation, management et finances et directeur général du groupe Madina Schools. Merci à vous de nous avoir suivis, en tout cas tout le long de cet entretien qui a été passionnant et qui, je l'espère, voilà, vous aura aidé à faire un choix, en tout cas en termes éducatifs pour votre enfant. Et Dieu sait que le Maroc est en pleine évolution dans ce domaine-là. Merci encore une fois et à très bientôt sur l'heure des experts. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé et Université Euromed de Fès.